Bienvenue sur les Seigneurs de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2 et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode des Seigneurs de la F1, le 29e épisode déjà. On va débriefer aujourd'hui du Grand Prix de Chine qui s'est déroulé ce week-end à Shanghai, donc du coup le week-end du 20 avril. Pour ce soir, j'accueille nos deux confrères de d'habitude, Yo-Yo et Alex. Comment allez-vous, messieurs, en ce doux lundi soir? Yo-Yo. Bonsoir, moi ça va, on a passé un bon week-end des sports auto. Je pense qu'on le verra sur Notion, mais il y avait au moins 4-5 courses, donc de quoi se régaler et rester à la maison avec cette météo assez capricieuse. Wow. Et toi, Alex? Oui. Je ne peux que rejoindre mon cher collègue. Effectivement, un week-end sportif, comme on les aime. En plus, certains étaient au parc pour voir la victoire de Paris. Ouais. Mais je pense que j'aurais pu voir l'IndyCar en deuxième mi-temps. Je me suis passé. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y avait plein de trucs aussi. Il y avait le premier tour des playoffs en NBA. Il y avait un tournoi aussi, un master en tennis, il me semble. Ouais. Il y a eu le Classico Real Barça. Enfin, il y avait de quoi. Il y avait de quoi faire. Eh bien, messieurs, on va commencer aujourd'hui avec un titre qui fera un peu le fil rouge, je pense, du débrief du Grand Prix de Shanghai, qui est la racaille de Shanghai. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, ça vient de La Tour Montparnasse Infernale. On vous recommande vivement ce film, si vous ne l'avez pas déjà vu. Et pourquoi la racaille de Shanghai? On aura l'occasion de parler de Stroll, bien sûr. Donc, pour le programme du soir, il n'y aura pas de sujet focus ce soir, mais on vous encourage à les suivre prochainement ou à les retrouver aussi sur la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, en ce moment, il y en a un qui est en train de bien performer. Notre focus sur Leclerc versus Carlos Sainz, qui est le meilleur pilote. Tu vois, au final, la question se posait, Alex. Donc, les gens l'ont cherché. Hein. Comme quoi, ça arrive. Et donc, du coup, on reviendra sur les résultats de ce week-end en Formule 1, les tops et les flops du week-end, bien sûr, et le classement de la saison qui se dessine de circuit en circuit. Comme je le disais, pas de sujet focus, on passera directement à la présentation du prochain Grand Prix qui se déroulera à Miami pour le plus grand bonheur des riches et le plus grand malheur des fans de Formule 1. Ensuite, du coup, on fera les classiques pronos et vu que Yo le disait, oui, il n'y a pas eu que la F1 sur les 2 dernières semaines. Il y a eu plein de choses aussi, notamment MotoGP, WRC, IndyCar, WEC. On reviendra un peu sur tout ça parce que on sait que vous aimez aussi en savoir davantage sur les autres sujets d'actualité en sport auto. Avant de commencer sur tout ça, le résultat du week-end. Qui a gagné le Grand Prix de Shanghai? C'est Max Verstappen, sans surprise. Avec Lando Norris deuxième. Bon Lando Norris deuxième, j'aurais dû dire. Checo Pérez troisième. Bon, je pense qu'il a pris un abonnement à la deuxième ou la troisième place pour toute la saison. Charles Leclerc quatrième. Carlos Sainz cinquième. Russell sixième. Fernando Alonso septième. Je pense qu'on aura l'occasion notamment d'en reparler pour le différencier avec son coéquipier Stroll. En 8e, Oscar Piastri, qui a eu pas trop de chance, notamment à cause de Stroll. Et Lewis Hamilton, 9e, et Nico Hülkenberg qui ferme la marche en 10e place. Encore une masse dans les points, comme quoi le début de la saison leur sourit. Et du coup, si on compare avec les pronos de nos chers seigneurs de la F1, vous avez remporté la pole, Alex et Yo-Yo, avec Verstappen. On avait mis tous les 3 Verstappen premier. Bon, du coup, il n'y a pas eu de surprise. Yo-Yo, tu avais vu Leclerc en deuxième, loupé à quelques
quelques places près. Alex a mis Perez. Il est dans le tiercé, mais il n'est pas vraiment. Mais personne n'avait mis Norris, donc c'est la chose à retenir. Yo-Yo, il avait bien vu. Il avait mis Perez en troisième, donc du coup, 2 sur 3 pour Yo-Yo sur les places. Et nous, on avait mis tous les deux Leclerc. En DNF, il n'y a que Alex qui a vu juste, avec le DNF de Bottas. Donc bien vu Alex. T'as misé sur une voiture fiable. Mais côté DNF. Il y a du progrès. Mais oui, il y a du progrès. Il y a du progrès. C'est vrai que si vous suivez un peu l'actualité de ce début de saison 2024, vous savez que par exemple Sauber, donc, qui est l'écurie de... Enfin, c'est Sauber Kick. Et je sais plus quoi. Il n'y avait pas un troisième nom? Sauber... Steak. Ah oui, Steak. Sauber Kick. Les fameuses voitures vertes. Du coup, avant, ils faisaient 35 secondes pour un changement de pneu. Maintenant, ils ont réussi à réduire à 3. C'est leur record. Et pour la fun fact, il faut savoir que Red Bull a signé un 1.9 en changement de pneu lors du Grand Prix, avec un double arrêt, parce que derrière, il y avait Perez qui arrivait, et ils l'ont fait en 2 secondes, cet autre arrêt. Ce qui fait qu'en 2 arrêts, ils ont fait mieux que la moyenne de tout Sauber sur la saison, même sur ce Grand Prix. Je crois que la somme des arrêts totaux, c'était moins de 8 secondes ou 8 secondes pile. Ouais. C'est un délire. C'est un délire. Du coup, c'était un format de week-end un peu spécial parce qu'il y avait aussi la course sprint. Donc, on vous en avait parlé lors du précédent épisode. Donc, le course sprint, c'est quoi? C'est on a moins de tours, on a 19 tours à couvrir sur le circuit avec son propre format de qualification. Et du coup, là, surprise, Lewis Hamilton, qui est monté à la 2e place, il a fait un excellent départ sur la course sprint. On vous invite à le regarder en résumé. Puis Verstappen qui a surclassé tout le monde sur la course sprint avec une masterclass de gestion du temps et des pneus. Donc c'était impeccable. Donc Verstappen premier, Hamilton 2e sur la course sprint, Perez 3e. Voilà, il a pris son abonnement. Leclerc 4e. À savoir s'il a pris lui son abonnement. Est-ce que t'es confiant T'es confiant, Alex? Ouais, non. Un jour, top 2, top 1. Avant la fin de la saison, on y croit. Ah oui. On a eu Sainz, donc maintenant il manque Leclerc. À savoir Sainz que... est meilleur, donc... Oui, voilà. Les gens se posent la question, donc... Non, regarde, tu vois, à chaque course, il est quasiment devant, donc ça indique le classement final. C'est vrai. On y viendra juste après au classement final. Lando Norris, qui a fini 2e de la course principale, avait terminé 6e de la course sprint, Piastri 7e et Russell 8e. Du coup, tu l'as annoncé, sur le classement actuel, qu'est-ce qui se passe? Verstappen, premier, 110 points. Là, il est en train de rouler sur la concurrence. Et on s'aperçoit que dans les 10 premières places, on a que des doublés d'écurie. Et quasiment dans l'ordre en plus. Verstappen, Perez, Leclerc, Sainz, Norris, Piastri, Russell et Hamilton. Avec un Fernando au milieu. Enfin, on pourrait dire, on va la renommer cette écurie, on va la renommer Alonso Aston Martin Racing. Ça va être plutôt ça. Et Stroll, 10e avec 9 points. Il faut quand même souligner ça, mais ça sera notre racaille de cet épisode, parce qu'il a littéralement défoncé Ricciardo. Sur le classement des écuries, qu'est-ce qu'on a? On voit Red Bull premier avec 195 points. Tout n'est pas perdu pour Ferrari, 151 points. Ça suit la cadence. McLaren à 96 points, 3e. Solide 3e quand même. Mercedes et Aston Martin qui vont se tirer la bourre. Racing Bull en 6e place avec 7 points. As avec les 5 points. À chaque fois, il ramène quand même quelque chose de chaque Grand Prix, donc c'est honorable. Et alors, dans le duel des zéros, Williams est toujours devant. Mais, grâce à la bonne remontée des Alpines et notamment de Ocon sur ce Grand Prix, il faut savoir que Alpine est remonté à la 9e place. Et ça, ce n'est pas rien, messieurs.
Parce qu'à la fin de Oui, la saison... Ouais, je vais vas-y. finir. Non, vas-y. Un truc que j'aimerais faire remarquer, c'est que Max Verstappen, il a plus de points que toutes les autres écuries après Ferrari. Il a 110 points. Et après, tu vois qu'il a plus de points que McLaren, que Mercedes. C'est vrai. Et oui, la question pourrait se poser un jour des écuries pilotes. C'est-à-dire qu'il y aura l'écurie Verstappen contre tous les autres. Comme pourrait y avoir... Si ça va la saison, c'est possible en vrai. Hein. Oui, bon. Ah, bon, là, ça serait... ça se trouve... Pour que le mec ramène plus de points, c'est totalement possible. Il trust tout le monde. Sachant que Ferrari a une chance légendaire pour l'instant, ils n'ont pas encore abandonné, mais le jour où ils ont un petit abandon, c'est fini. Hein. Non, mais si on perd Alex, là, si un jour il y a un abandon côté Ferrari. Vasseur est là, c'est lui qui carry la team. Vasseur, Ferrari team. De toute façon, ça arrive bientôt. Monaco et Leclerc, c'est pas bon. C'est cette année. On y croit. C'est la bonne. À savoir que, petit fun fact, maintenant, dans le calendrier qui est actuellement, il manque un seul Grand Prix à Verstappen pour remporter tous les Grands Prix du calendrier, au moins une fois. Et c'est Singapour. Il est tout le temps maudit à Singapour. Et du coup, peut-être que le fil rouge, pour s'amuser, ça sera est-ce que Verstappen va gagner Singapour? On aura l'occasion de faire nos pronos là-dessus. Maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure de faire vos tops et vos flops du week-end, messieurs. Pour vous, sur ce Grand Prix de Chine à Shanghai, quels sont vos tops et vos flops du week-end? Yo-yo? Alors, moi, je commence par un top. La team retraitée, j'appelle ça. Donc, Hamilton, Alonso et le Hulk aussi, qu'on peut considérer comme un retraité. Et ben, quand vous reprenez ces trois pilotes-là, on voit que l'expérience, peu n'importe les éléments, ce qui se passe, ça fait quand même la différence sur un circuit qui est méconnu par nos chers petits jeunes et les petits nouveaux. Hamilton avec la voiture de Verstappen, tu donnes une Red Bull, il aurait survolé, ou Alonso, en tout cas les deux, on leur a donné une Red Bull, ils auraient survolé le Grand Prix de A à Z. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec les voitures, comment elles ont performé, on voit que il n'y a rien à dire, la différence elle est là. Et puis je pense que ça fait comme la différence de connaître le circuit, avoir déjà fait plusieurs années dessus, avec différentes voitures, et que le simulateur, on en a parlé la saison dernière, mais le simulateur, c'est bien, mais ça n'est pas toute la différence. Quelque chose que l'on ressent avec la voiture, le circuit, même si le circuit, j'en parlais tout à l'heure dans mes flops, mais le circuit n'était pas top avec la surface trafiquée. Mais je pense qu'on voit comme la différence au niveau de l'expérience entre les plus anciens et les nouveaux. Hamilton sur l'appui, il nous a fait un spectacle incroyable. Certes, la gestion des pneus n'était pas là, mais il faut savoir que si sa voiture n'est pas top, tu peux pas pouvoir accélérer et gérer tes pneus comme tu le souhaites. Donc pour moi, c'est le top 3. Enfin, c'est un top, c'est ce top 3 là pour moi. Hülkenberg aussi a fait le travail. Alonso, on n'en parle pas. Il n'y a pas de comparaison à faire avec notre cher Stroll. On va faire je pense qu'on pourra faire un petit focus. Stroll est les plus nuls du plateau bientôt à ce niveau-là. Au moins, je vous l'avais dit quand je disais que la TV c'était pas le pire. Je suis d'accord maintenant. Sergent non plus n'est pas le pire, mais voilà. Non. Non. Mais voilà pour moi. Déjà un top. Ensuite, deuxième top. Ça fait plaisir entre le Grand Prix de Chine. Pour moi, le Grand Prix de Chine, en soi, avec les horaires atypiques. Un peu moins fan comme de la course sprint. Mais circuit à l'ancienne, où en plus cette année, ils ont mis le gravier dans le dernier virage. Ça fait quand même toute la différence. Les voitures, les pilotes ne peuvent pas couper et pousser comme ils souhaitent. Et puis on a parlé. Après, tu peux faire comme Alonso et faire un peu de drift pour te donner l'élan. Mais tout le monde n'a pas ce talent-là. Latifi, safety car et victoire de. Et Sainz. Hein. Sainz aussi, ouais. Sainz, c'était quoi? C'était en qualif? En qualif c'est en qualif, ouais. En qualif qui accroche le gravier et qui du coup fait un spin et termine dans la barrière. Ouais. Et Alonso qui fait le même en course. Et je sais pas si vous avez vu, mais Alonso, il fait le drift en plein dans le gravier. Et il a le réflexe, vu qu'il voit la zone DRS se rapprocher, il appuie sur sur son DRS au moment où il retrouve le grip en glissade. C'est vraiment un timbré. Un réflexe incroyable.
Et un après, troisième top? troisième top, j'hésite entre Ferrari et McLaren. Parce qu'on a quand même Ferrari qui est. Moi, je dirais McLaren, parce qu'ils ont quand même fait le travail sur tout le week-end, en qualif et en course. Mais c'est vrai que Ferrari, j'ai hésité avec Ferrari parce que on a quand même vu une belle Ferrari en course, même si ils étaient en dessous lors des qualifications. Mais je pense qu'Alex nous en parlera par la suite. Mais Mm. McLaren, week-end assez abouti, avec un Piastri qui était au niveau, un Norris aussi. Piastri qui a cherché le meilleur temps, non? Si je me trompe pas. Alonso. Alonso. Ah, c'est Alonso finalement. Ouais, Ouais. donc Alonso. Et Piastri qui était dans le rythme. Je pense que s'il a fait une meilleure stratégie, en tout cas si McLaren a fait une meilleure stratégie, il va plus se battre avec son coéquipier pour le top 3. Ok, intéressant. Et du coup, si tu as des flops à citer? Flop, sécurité de circuit. Alors le circuit, content de le retrouver, mais sécurité de circuit, clairement, on a vu le circuit s'enflammer tout seul. Ce qui est comme incroyable. Grave. Donc là, le circuit prend feu, les voitures peuvent prendre feu. J'imagine pas, c'est une catastrophe que ça peut être. On a vu une piste surfacée, je sais pas quel produit. C'est une patinoire géante. Et il y a une chose aussi qui me gêne au niveau sécurité, c'est que les pilotes d'aujourd'hui, les jeunes, quand ils ont un accident, ils tiennent toujours le volant. Je suis désolé, mais c'est dangereux. Mm. On l'a vu sur Sainz quand il s'est craché. Je sais plus qui d'autre s'est craché qui tenait le volant. Stroll. Stroll. Ouah, en Arabie Saoudite, il me semble. Exactement. Ouais, mais ce week-end, il y a quelqu'un d'autre qui s'est Ah, craché. Ça m'a surpris aussi. bonne question. Pas faudrait qu'on se trouve. Ouais. Peut-être le Sainz. Non, c'est pas Sainz. Sainz, j'ai dit tout à l'heure, mais c'est pendant la course. Je sais plus qui s'est craché pendant la course. Moi, j'ai oublié. T'as eu Tsunoda et Magnussen aussi. Ouais, je C'était crois c'était. léger. Ouais, je crois que c'est Tsunoda, je crois. Ouais, je crois que c'est Tsunoda qui s'est craché, qui tenait son volant, qui l'a pas lâché du tout en se disant oh, bah, j'ai rattrapé la voiture, alors qu'il a pas du tout été dans le mur, lâche et voilà Ouais. quoi. C'est dangereux pour les mains, pour les bras, tout ce qu'il faut. Pas. Un truc qui me gêne, c'est steak. Je suis désolé, mais steak. On peut faire un vieux jeu de mots, steak haché, parce que les mecs, chaque session, ils ont fait un aileron en moins. C'était un côté j'ai l'aileron, l'autre côté j'ai pas d'aileron. Incroyable. Mais on voit que tous les autres progressent, et eux, ils ne progressent pas. C'est affolant. Alpine progresse, la Haas progresse. On a quand même la petite Williams qui fait des résultats. On a un Ricardo qui remonte. Et eux, c'était que ça plane. Ils n'arrivent toujours pas à régler leur problème d'écrou. D'ailleurs, Alex le disait en introduction, mais on voit que ils, ils prennent plus de temps à faire un arrêt que Red Bull en fait deux en même temps. Donc c'est vénère. Ouais. Mais ils ont progressé dans les arrêts au stand. Hein. Oui, On enfin. est passé de 45 secondes à 8 secondes. C'est beau. 3 secondes même. Sur le 3 Bottas. secondes. Et t'as un troisième flop ou pas? Et troisième flop, on en parlera je pense tous ensemble, mais Tonton Stroll qui est le père comme le fils, les deux sont des flops pour moi. Le père, il peut pas, je sais pas, tes pères, dis à ton fils qu'il est pas bon pour ça, qu'il fasse autre chose. À la limite, qu'il soit manager, euh, parce que il risque la vie des autres pilotes, il risque sa vie aussi. Il performe pas, quoi, il détruit la voiture. Au niveau budget, je sais pas comment ça se passe, mais à la maison, je sais pas si on lui prend de l'argent sur un genre de poche, mais Et encore, le c'est pire, tendu, quoi. c'est que là, il a plus défoncé la voiture des autres que sa propre voiture. Eux, ils ont juste besoin de changer les longs. Exactement, ouais. Et Mais alors, beaucoup trop dangereux pour ce que c'est pour un pilote, et puis il ramène pas de points. Il garde un baquet d'un autre pilote, quoi. Je pense que si tu mets un autre pilote avec Alonso qui est performant, ils ouais. peuvent aller plus loin que ça. Ok. Bah merci, merci Yo pour ce top et ces flops. Si vous voulez, je le mets dans le chat. Comme ça, on les aura tout bien lus. Alex, pour toi, est-ce qu'il va réussir à mentionner sans Ferrari? Genre un top, Non. un top sans Ferrari. Je suis obligé. Mais je vais commencer par ça, hein, Aïe, Ferrari. aïe, aïe. Non, voilà, je vais commencer par les tops. Effectivement, Ferrari, encore un week-end réussi. Je vais dire P4, P5, en sachant qu'ils étaient partis P6, P7, donc c'est top. Moi, je suis content dans le sens où on voit l'évolution et la différence par rapport à l'année dernière, où je ne stresse plus quand il y a un arrêt au stand.
Ça peut être bête, mais maintenant on stresse sur du steak, voilà, sur steak haché, si tu veux, haché, et, et moins sur Ferrari, et ça fait du bien. Merci Vasseur, il a apporté du bien, et je pense que aussi c'est un souci de moins pour les pilotes, tels que Leclerc, pour le pilote. Pourquoi pas Sainz, j'ai envie de dire, parce que comme Sainz, on le disait la dernière fois, comme il sait qu'il part, il n'en a plus rien à faire. Et il est moins critique avec son équipe, là où un Leclerc, effectivement, c'était celui qui avait la malchance, le chat noir, et subissait à chaque fois les mauvais arrêts au stand. Et du coup, ça me fait rire de voir encore dans les tribunes les clowns, les déguisements de clowns des supporters. Sauf que c'est fini, c'est révolu, les gars. Passeur, fait du bien. Donc Ferrari, P4, P5, consistant. Je trouve que la gestion des pneus, elle est top. C'était eux qui avaient la meilleure gestion des pneus lors du précédent Grand Prix. Et je trouve que là, pareil, la dégradation, elle s'est très bien faite. Génial. Juste un peu dommage que Sainz s'est arrêté. Il n'a pas eu de chance avant la safety car de Bottas. Donc il n'a pas eu de chance là-dessus. Mais ça a profité à Leclerc pour une fois. Mais sinon, vraiment, Ferrari au top. Je mettrais en deuxième top, je mettrais quand même Norris. Je trouve que Norris, là, il a fait un week-end parfait, hein, encore. Voilà, il montre un petit peu ce qu'il est, mais c'est un top pour un flop. Pourquoi? Enfin, pas vraiment un flop, mais moi, Norris, il me fait penser à Hülkenberg. C'est un mec qui est là sur le podium, mais toujours pas de victoire. Ça fait quand même un moment hein, qu'il est en F1. Soit il a le chat noir, soit au bout d'un moment, bah, il ne pourra pas aller chercher plus qu'une P2, quoi. Il a eu plusieurs fois l'occasion et à chaque fois ça s'est mal passé. Euh, mais il est là, il ramène des points. Et avec Piastri, ils font le boulot. Mais est-ce qu'on verra un jour un Norris monter sur la première place du podium? Ça, Ou l'avenir nous le dira. une McLaren, parce que. Et une Enfin, McLaren, ça ferait plaisir. Je ne sais pas ce qui est en jeu. Il faudra peut-être faire des paris comme Cyril Abitboul qui avait fait le pari de se faire tatouer s'il y avait un podium Renault. Ricardo avait fait ça. Peut-être que ce sera la même chose avec Norris. Qui sait? Donc voilà. Et mon troisième top, je mettrais quand même un élément qu'on a moins vu, mais que effectivement moi je regardais, c'est les tours les plus rapides. Et bah écoutez messieurs, vous serez surpris d'apprendre que le top 3, le troisième tour le plus rapide en course, c'est Zhou. Donc on se dit waouh, quand même balèze. En sachant que Alonso était sur notre planète. Bon, le deuxième c'est Verstappen, il a son rythme. Et le cinquième, c'est Gasly. La surprise, la surprise de voir Gasly, là où en track dominance, c'était plutôt Ocon avec le nouveau châssis. Et bah Gasly, il a tapé quand même un super tour en fin de course, au 40e tour, hein, globalement, en 1:39 198, soit plus rapide que Leclerc. Effectivement, ça a été un tour assez intéressant, mais voilà, je tenais quand même à souligner. C'est quand même intéressant de voir des pilotes qui n'ont pas forcément une monoplace adaptée faire des tours assez intéressants en course, qui plus est. Euh, Là où, en fait, effectivement, j'ai l'impression que sur ce circuit, il n'y avait pas une volonté d'aller chercher le tour le plus rapide de la part des pilotes, de par peut-être la sprint et les points à aller chercher. Donc voilà, ouais, pour c'est mes sûr. top. Pour les flops, je vais en mettre, je laisserai bien évidemment le sujet pour le Nico. Pour les flops, moi je mettrais en premier le format. On en a parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ou 3 semaines, pardon. Bah, le format du sprint. Euh, Moi, j'ai peut-être pas apprécié parce que on est sur un format de sprint où la course était à 5 heures du matin. Donc c'était pas trop pratique pour aller la regarder. Et je trouve que faire un essai libre, enchaîner ensuite avec une sprint shootout, ensuite le lendemain une sprint, et ensuite une requalif avec modification du parc pour pouvoir refaire les setups et ensuite la course le dimanche. Moi personnellement, je n'ai pas été trop fan de ce format parce que du coup, je me souvenais même pas des résultats de la sprint shootout que j'ai vu en replay parce qu'à 5 heures du matin, j'étais pas là. Mais je trouve qu'effectivement, comme disait, je sais plus, un patron d'équipe, il disait que ça laisse très peu de temps pour pouvoir faire les réglages. Une seule séance d'essai libre, c'est pas suffisant, surtout sur un circuit où, pour le mentionner, beaucoup de pilotes n'avaient jamais conduit sur ce circuit. Et donc du coup, avec les nouvelles monoplaces, qui plus est, en plus, la Chine est un circuit compliqué avec les nouvelles monoplaces.
énormément de G, notamment dans le premier virage où les pilotes arrivent à 2,70, font de longs virages, ils se prennent 5 G sur un peu plus de 4-5 secondes. Et ce qui m'a un peu interpellé, c'est l'hyperventilation de Leclerc. Il y a un moment donné où vous pouvez trouver la vidéo sur Twitter. Il y a Leclerc qui n'avait pas éteint sa radio et qui était en train de dépasser du Sainz. Et on le voit, on l'entend hyperventiler parce qu'il se prend le jet du virage d'escargot et ensuite on l'entend souffler pendant l'espace de 2 secondes avant de se reprendre un virage. Et on se dit, purée, quand même tenir les 50 tours, ça doit pas être facile. Donc le format, je trouve pas exceptionnel et assez, je pense, épuisant pour les pilotes qui n'ont pas trop le temps de s'adapter. Qui plus est, la pluie a bien joué. En deuxième flop, je mettrais, bien évidemment, moi je mettrais aussi la FIA. Pourquoi ? Pour un élément. Moi, j'ai pas compris le Norris, son lap delete, et ensuite réintégré et premier. Donc, je me suis dit, waouh, Hamilton premier. Yes. Bon, je suis pas un fervent défenseur d'Hamilton, mais je me dis Ça commence, super, hein. et Il y a, il y a quatre, au début de la saison, il était là. Ouais, vas-y, je suis contre Hamilton. Il rejoint Ferrari. Et là, il commence à dire, oh ouais, ça aurait été super. Hein, c'est un trop. Messieurs, voilà, soyons raisonnables. Je reste contre Hamilton, mais j'étais juste content que sous la pluie, ça, voilà, on remet les cartes et sur la table. Et Norris, là, de lap delete, et on voit clairement que il était sorti de la piste. Et le mec, bon, bah, célèbre. Et là, juste après, en mode, ah bah Norris, on te réintègre ton lap, ça y est, finalement, on te remet dedans. Bon, et j'ai pas compris, ça m'a un peu surpris. Et voilà. Tu veux des éléments de réponse sur ça ? Dis-moi tout. De ce qui a été expliqué. Enfin, après, peut-être que tu as vu d'autres choses, Yo-Yo, où tu pourras compléter, mais moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'au tout départ, ils ont pris la décision de retirer les 2 temps, c'est-à-dire le temps qu'il avait fait avant, plus le deuxième temps d'après, parce que en fait, il avait dépassé les lignes dans le dernier secteur. Et il y avait un truc comme quoi, un peu comme dans les jeux vidéo, dans le jeu F1, quand tu mords dans le dernier secteur et que tu commences ton nouveau temps sur le second tour, ça annule pour le prochain. Ça annule les deux. Ça annule celui que tu as fait et le prochain. Sauf que d'après ce que j'ai vu, ils ont décidé de réintégrer parce que ça n'a pas donné d'avantage pour le tour d'après. C'est-à-dire qu'en gros, il a tiré aucun avantage à avoir dépassé la track limite sur le dernier secteur du tour précédent. Et en fait, ils ont pris la décision. Du coup, là, ton coup de gueule se justifie. C'est-à-dire que pour une fois, ils ont pris une décision trop tôt, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ils sont plus réactifs. Ça, je suis d'accord, c'est pas mal. Les pénalités tombent plus vite aussi. Mais là, pour le coup, il y avait une hype et qui était vite redescendue en retournement de situation. Bon, j'étais pas très satisfait. C'est mes flops, voilà, c'est... Non mais t'as raison. C'est mon flop. Et, bien évidemment, voilà pourquoi, messieurs, je vous dis, mais calmez-vous, mon dernier flop, voilà, Hamilton. Il fallait que j'en arrive à ce dernier flop. T'as mis Hamilton à la place de Stroll. J'ai mis Hamilton en flop, pourquoi ? Excuse-moi, monsieur, mais quand tu fais P2 en sprint, enfin, théoriquement P1, quand tu fais P2, et qu'ensuite, alors moi, ça c'est un truc qui m'agace de plus en plus, le mec, les seules interventions qu'il fait à la radio, c'est pour dire la voiture, elle est lente, les autres, c'est rapide, c'est dur. Waouh, maman, allô, est-ce que tu peux venir me chercher ? J'ai bobo. C'est bon, mec, genre, t'es septuple champion du monde là-dessus. Tu te barres à la fin de l'année. Et c'est ce que j'ai encore envie de dire, et c'est ce que je vous ai dit par WhatsApp, messieurs. Chez Ferrari, tu ne peux pas dire que la voiture, elle est nulle. Tu peux pas dire que les autres sont plus rapides parce que c'est pas possible chez Ferrari. Il y avait que Niki Lauda qui pouvait se permettre ça. Mais alors, si Hamilton, il part déjà avec cet aspect négatif et que monsieur, il a besoin d'avoir la voiture faite pour lui, etc., je suis désolé, mais ça marche pas comme ça. Et on en regarde actuellement au classement du championnat. Je suis désolé, mais Russell, il te met 20 points dans la tête parce qu'il est plus consistant, parce qu'il a la tête derrière le guidon. Et il se concentre. Donc voilà, c'est mon coup de gueule. Hamilton, je sais que ce sera pareil à Miami et dans tous les grands prix, et j'ai pas du tout hâte qu'il arrive chez Ferrari. Voilà. Oh là, c'est un sacré coup de gueule. Hein. Ouais, parce que des fois Leclerc il est pas mieux. Hein. Des fois Leclerc quand il se met à râler. Non mais Leclerc c'est normal, il en a bavé pendant quelques années. Il est passé de Mattia Binotto au cirque à d'un coup là au Grand Palais. Génial, Vasseur, la classe.
et on remanie tout ça, génial. Mais là, Hamilton, je suis désolé, le mec, il est quand même dans une équipe qui lui a fait gagner 7 titres. Et là, il critique une voiture, et c'est même pas c'est critique, c'est critique la voiture, et il critique carrément toute l'équipe, tout le constructeur, alors qu'en fait, c'est grâce à cette voiture, enfin, les années précédentes, qu'il a pu avoir tous ces titres. Après, il y a ce qu'on entend à la radio télé et ce qu'on n'entend pas à la radio télé aussi, je pense. Ah ben moi, j'attends juste qu'il y ait eu le retour, tu vois, de Toto Wolff qui prend le micro et qui dit écoute, shut up and drive the car, comme quand il était à Barcelone et qu'il avait le marsouinage et qu'il se plaignait. Au bout d'un moment, Toto il disait ouais, on sait que la voiture elle est nulle, mais conduit. Mais après, ce qu'il faut Voilà. dire, c'est qu'ils ont aussi avec Russell, c'est qu'ils ont, je crois qu'ils ont un peu les décisions pour eux. Et c'est-à-dire qu'en gros, s'il y en a un qui veut faire un réglage, il peut le faire. Et apparemment, Russell, il a des réglages vraiment totalement différents euh, que Hamilton, quoi. Bah écoute, voilà, pas Ah, hâte on a compris. de l'avoir dans l'équipe. Bon, J'espère moi, qu'il y a quelqu'un qui a fait un clip qui est dans le Non. chat. L'année prochaine, comme Bah, il ouais, a ça. réservé la France. Lors du montage, je ferai un petit truc pour te le remettre. Ouais, un petit montage quand il arrivera chez Ferrari. Ok. Ok. Voilà. Bon, bah, je vois. Et toi? Ah là là. Ah, t'es obligé de terminer le flop par. Par Stroll. Franchement, vous voulez savoir? Ben, en fait, le Grand Prix, je l'ai grave kiffé. Mais alors, le comportement de Stroll, genre, ça m'a miné, quoi. Pour moi, ça m'a pourri mon Grand Prix. Mais bon, j'expliquerai pourquoi. Top. Pour moi, c'est Alonso. Genre, de loin, je revibre pour. J'ai à deux doigts de ressortir la casquette Aston Martin, là. Mais en vrai, mais c'est ouf parce que dans la même écurie, tu peux avoir celui que tout le monde adore et celui que tout le monde déteste. Genre, c'est incroyable. C'est déjà un moment quand même. Hein. Ouais, c'est déjà bien. Mais là, en fait, ce que Chester. j'adore chez Alonso, c'est que bah, c'est lui qui fait un peu les stratégies qu'il veut. On sent qu'il a voulu tester avec les softs pour aller voir s'il peut faire une remontada et se faire aussi kiffer. Parce que, en fait, ce qu'il fait là, c'est il a juste envie de se faire kiffer et de faire des tours. Et Eric Bouillet, qui était sur l'intervenant Canal en plateau, il disait très bien, Fernando, c'est un moine et il vit pour le sport auto. Genre, le mec est enfermé chez lui et quand il fait un truc, c'est du sport auto. Et il racontait un passage, alors je crois que c'était à McLaren, où en gros, Alonso, il avait décidé d'aller faire une course de karting en Arabie Saoudite. Et il a mobilisé 8 ingénieurs de chez McLaren qui voulaient aller avec lui. Et ils sont partis en Arabie Saoudite faire une course de karting, tu vois. Trop fort. Et juste parce qu'il kiffait ça, tu vois. Et là, il y avait aussi ce week-end, en fait, c'est Gaëtan, là, le présentateur de F1 TV, qui disait, avant le GP, enfin la qualif, il a été voir, parce qu'il y avait l'équipe les champions basket, équipe chinoise, et il allé voir l'équipe, et il a organisé un match, et il était dans un mojo de leader, et en mode vraiment, il était là pour la gagne. Et vraiment, il était au milieu. Le mec est compétitif partout. Ah, mais trop. Mais d'ailleurs, il y a tous les ans, il y a un match caritatif avec des pilotes de Formule 1 de foot. Mais Alonso, mais il court tout le temps. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que il a signé et il aura 45 ans lors de son dernier contrat. Dans son dernier contrat là, qu'il a avec Aston Martin, et bah, ça se termine quand il aura 45 ans. Tu te rends compte? Enfin, c'est incroyable. Le mec est légendaire. C'est une légende. Mais je trouve que c'est le mindset. Vraiment, d'avoir un mindset comme ça qui pousse tout le monde et tout ça. Comme on dit là, quand il récupère la voiture qui glisse dans le bac à gravier, bah, il y en a plus d'un où ça serait parti à la faute. Mais tu sens que là, gestion, expérience dans différents autres sports auto, enfin, il est parti pour. Quand il fera plus de F1, il va aller refaire de l'endurance, je suppose, ou un truc comme ça, mais il est incroyable. En tout cas, je l'adore. En autre top, bah moi je peux pas. Enfin, je mets mes deux chouchous direct dans les tops. Hein, Norris, voilà. J'adore Norris.
D'ailleurs, c'est le seul pilote où j'ai acheté du merch. Petite fun fact, mais parce que j'adore toute l'ambiance qu'il y a aussi dans le clan Norris. Et si vous savez pas, il a une entreprise qui s'appelle Quadran et ils font du multisport, multigaming. Enfin, ils font beaucoup de choses aussi à l'extérieur de la F1. Et il y avait un truc drôle où du coup il filmait le setup qui s'était construit avec son frère. Et son frère a un setup de pilotage avec un méga volant pour jouer à F1, Assetto Corsa et tout ça. Et Lando, il a une petite chaise de jardin avec le volant, genre le volant TX Thrustmaster calé sur la table, et il joue comme ça. Et je trouve que c'est un mindset à la Lando, quoi. Trop fun. L'autre top, je ne saurais pas trop quoi mettre, mais moi j'ai kiffé le tracé. Enfin, ça on l'a dit, mais le retour du Grand Prix de Chine, c'est le Grand Prix des pilotes, tu vois. C'est un Grand Prix pour les pilotes, c'est fait pour courir dessus, même si, vu que c'est sur un marécage, comme tu disais, Yo-Yo, il y a des bosses partout, et c'était désastreux au niveau de la peinture. Est-ce que je commence tout de suite les flops avec Stroll? Ça se fait pas trop. Je vais attendre la fin. Non, en vrai, le premier flop, en vrai, je saurais même pas quoi dire, mais pour moi, c'était au-delà de la sécurité, et sans revenir sur ce que tu avais dit, je crois, Yo-Yo, c'était surtout les décisions, comme on l'a un peu évoqué, les décisions au niveau de les safety cars et aussi les virtual safety cars. Moi, il y a un truc qui m'a saoulé, genre il y a une voiture qui est en panne au bout d'une ligne, en gros, c'est safety car obligatoire. Ils ont hésité parce que la virtual safety car, si Bottas redémarrait, on sait jamais. On sait que c'est une sober stake, elle va rester plantée là, les gars. Vous pouvez lancer la safety car. Il n'arrivera jamais à la démarrer. Ils n'arrivent même pas à changer un écrou en moins de 32 secondes. Qu'est-ce qu'ils vont réussir à la redémarrer à distance? Enfin, c'est un délire. Le mec était 8 à pousser la voiture bougeait pas, c'est incroyable. Non mais oui, l'image elle est lunaire, et il y a 8 marshals qui sont en train d'essayer de pousser une F1, et après t'as Franck Montagny en commentateur qui dit c'est normal, elle est sur le neutre, elle avancera pas. donc c'était totalement normal. Donc ouais, je mettrais c'est direction de course. Je vais mettre, au lieu de sécurité, je vais mettre direction de course parce que c'est plus la direction de course. Mais oui, c'est tout un florilège, comme tu dis, le delete time de Norris qui est pris peut-être un peu trop tôt, enfin d'autres éléments. C'est un ensemble. L'autre flop, j'avais trouvé un truc, mais il n'est pas tranchant. C'est-à-dire que c'est Pérez. Pour moi, Pérez, c'est un flop. Mais c'est un flop troisième. Parce qu'en gros, le type, il est constant dans la moyenne. C'est-à-dire qu'il fait les performances d'un mec avec une McLaren, mais le gars a une Red Bull, quoi. Et là où il pourrait se battre pour des top temps, quand tu vois son rythme de course, il n'est pas au niveau d'un... Alors on lui demande pas non plus d'être au niveau de Verstappen, mais même pas en dessous, tu vois. C'est-à-dire que dans les top chronos, tu vas avoir des Alonso. En qualif, il y a quand même Alonso qui passe deuxième. Enfin, il y a des moments où voilà, faut montrer que t'es pas juste le coéquipier d'un type, quoi. Enfin, il m'a un peu de manque de caractère. C'est ça que je lui en veux pour ça. Bon alors, c'est le moment. Passons le flop ultime. Stroll, c'est la racaille. Stroll, c'est la racaille. Lance Stroll, les deux là, le père et le fils, mais c'est pas possible. Genre Lance Stroll, Lawrence Stroll, mais viré de la F1. Genre, pour rappel, Lance Stroll, voiture de sécurité, il y a un virage au bout d'une ligne droite. Qu'est-ce qu'il fait? Il règle son volant, il regarde s'il y a des papillons à droite et à gauche, et il fonce dans l'arrière de Ricciardo, qui au passage quand même faisait une super course, avait un nouveau fond plat tout neuf, qu'on lui avait promis depuis 3 courses. On lui a dit ouais, t'inquiète Daniel, on va te ramener un fond plat, tu vas voir, aux petits oignons comme Yuki Tsunoda.
Le mec, il arrive, bim, sous safety car, il se fait défoncer. Franchement, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Genre, ça arrive, tu vois, t'as un moment de négligence. Surtout que ça a bien pilé aussi devant. Ouais. Ça peut arriver, tu vois. Mais quand tout le monde est collé, là, il y a eu quand même 50 mètres. Et encore, je suis gentil, je pense que c'était limite 100 mètres. Où on voit tout le monde freiner devant. Tu vois tout le monde prendre la courbe. Et qu'est-ce que fait Stroll ? Bah, il ralentit pas. Et du coup, il a défoncé la voiture qui était devant. Et ça aurait pu être pire parce que Ricciardo a été à vraiment, je crois, quelques centimètres. Et d'ailleurs, ça a touché, je crois, le fond plat aussi un peu de Piastri. Juste en dessous, ouais. Voilà, donc ça aurait pu causer aussi la perte de Piastri dans les points. Ça aurait pu causer plein de trucs. Et ce débile, et c'est là où ça m'a énervé, ce débile dit mais c'est pas de ma faute. Regardez le type devant, il a fait ce qu'on appelle un break check. Donc c'est-à-dire qu'il a pilé devant pour faire peur à celui qui est derrière. Mais connard, sur une voiture de sécurité, jamais tu vas faire un break check. Enfin, ça sert à rien. Le mec, il réfléchit même pas, quoi. On lui montre les images et il dit bah non, c'est pas de ma faute. Et je trouve ça lunaire. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, ça m'a saoulé. Genre sa déclaration d'après course. Et je trouve que Lance Stroll a réussi un truc que personne n'avait réussi jusqu'ici en F1. On lui décernera un titre pour ça. Il a mis en colère Ricciardo. Et ça c'est quand même fort. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, Quoi. et quand on regarde la réaction de Verstappen, elle a été incroyable aussi Ouais. après la course. Ouais, il avait dit un truc, je sais plus. Enfin, j'avais vu sa réaction. Dans la cool room, ouais. La cool room, c'est incroyable. Quand tu vois sa tête, quand il voit le crash, c'est lunaire. Non, en fait, tout le monde le déteste, ce type aussi. C'est-à-dire que c'est un type qui a son paquet grâce à papa, parce que le père possède l'écurie, qu'en gros, il a jamais été ami avec ses coéquipiers. Bon, c'est pas avec Fernando que ça commencera, parce que Fernando, lui, il est pas là. Clairement, pour faire le pédigré du type, il est pas là pour se faire des amis. Donc, je trouve ça Non, mais fou. en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est plus large. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que Aston Martin est compétitif. Et 2 ans où, en fait, tu as un mec qui carry l'équipe, c'est Alonso. Et à cause des bêtises de Stroll, ou peut-être le fait que, bah, en fait, Stroll, j'ai pas l'impression qu'il y ait une évolution depuis tout son temps en F1 positive et drastique, comme un Sainz qui passe de Toro Rosso à chez Ferrari. On voit un petit peu ce qu'il donne. Un Lando Norris qui montre vraiment un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Un Piastri qui arrive chez McLaren et le mec, il charbonne. Un Stroll, je vois pas d'évolution. Et j'ai envie de dire, ça coûte à Aston Martin énormément d'argent de le garder parce que là, pour l'instant, je crois qu'il c'est quoi? C'est 3e sur les constructeurs. Non, 5e, pardon. Excuse-moi, ils sont à 40 points. Ouais. Et donc 12 points derrière Mercedes et le plus du double derrière McLaren. En fait, vu qu'il y en a un qui fait le taf, au bout d'un moment, mon gars, à la fin de l'année, quand on va faire les comptes sur le championnat constructeur, en fait, c'est aussi de l'argent à réinvestir sur la monoplace. Bon, ils ont de la chance à Aston Martin, c'est Aramco qui est derrière, certes. Mais, mine de rien, si tu avais un autre pilote qui était plus compétitif que Stroll, qui a mis moins sa caisse et qui viendrait se batailler ou prendre les conseils de Alonso, notre cher maître, en fait, peut-être que là, Aston Martin, on les verrait pas en 5e position, on les verrait au contraire entre la 3 et la 2, limite, au vu des résultats d'un Alonso, quoi. Et c'est dommage. Et ça fait dire aussi, il y a un truc, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça parlait, et c'est Canal qui le disait, qu'il y avait peut-être un monde où, pas l'année prochaine, mais en 2026, avec les nouvelles réglementations et tout ça, la famille Stroll, ça dégage, et c'est pardon, Yuki Tsunoda qui reprend la place de Lance Stroll, 1 an avec Alonso, pour que, en gros, il step up, et après, nouvelle écurie et tout ça. Ouais, c'est possible. Quand tu regardes la famille Stroll, elle veut s'engager aussi en WEC avec Aston, donc avec une hypercar. Donc je pense que c'est jouable de ce côté-là. Mais Stroll 24 heures du Mans, j'imagine pas.
Bah, je sais pas, hein, tu vois, on critiquait Mazepin, mais il était pas dégueu en hors F1. Donc, Oui, oui, oui. après, c'est des réflexes que tu as en F1 qui sont différents, c'est des choses comme ça. Mais là, franchement, Ah c'est ouais. dommage pour juste Aston Martin parce il y a personne qui carry l'équipe, quoi. Comme, j'allais dire comme Red Bull l'année dernière, mais c'est plus trop le cas cette année, quoi. Ouais, mais au-delà, en fait, tu peux être un pilote pas top. Mais si t'as le comportement, ça va, tu vois, je trouve. Ouais. Parce que le gros problème de Stroll, c'est le comportement, au final. À chaque fois. Chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est. Genre, il y a qu'à le voir. Le mec en déclaration d'après-course, même quand il est DNF parce que la voiture est défaillante, genre, il lâche pas un mot, tu vois. Oui, bah, on a fait une course pas top. Bah, oui, merci Jean-Michel, mais bon. Mais moi, ce que je trouve, c'est vraiment ce comportement un peu je m'en foutiste de Stroll, genre, pas de champion, tu vois. Genre, c'est pas un comportement de champion. Alors que quand t'as un Alonso, je trouve, dans ton écurie, enfin, on serait là, on mangerait tout ce qu'il nous dit en conseil et on essaierait d'avoir le même mindset que lui, quoi. C'est censé te porter. Enfin bref. Bon, on s'est un peu épilogué sur ça, mais c'était un peu le sujet du week-end. Très bien. Bah, merci messieurs. Donc oui, pour rappeler le classement de la saison, après nos premières courses, d'ailleurs attends, je me souviens plus, on a fait 1, 2, on était à la 5e course de la saison. Donc après la 5e course de la saison, Verstappen premier, Perez deuxième, Leclerc troisième, Sainz quatrième, Norris cinquième, Piastri sixième, Russell septième, Alonso 8e quand on en parlait, Hamilton 9e, et Stroll il est quand même dans les top 10, mais avec 9 points. Et il pourrait très bien aller chercher les 30 points comme Alonso, avec la monoplace qu'il a. S'il lui reste des points sur la super licence, je sais pas combien il reste 2 points, mais. Oui, c'est vrai que la super licence c'est un vaste débat parce que vous avez comme un permis à points de pilote. Plus vous vous faites des infractions, vous subissez des pénalités, etc., vous perdez aussi des points sur votre super licence. Et je crois que quand tu arrives à 0, tu loupes forcément le prochain Grand Prix ou un truc comme ça. Attends, ouais. Bah, ça se trouve, il doit être très proche de 0 ou alors son père lui a acheté des super points. Bah, ça va. Très bien. Bah, merci messieurs. On va passer à la présentation du prochain Grand Prix. Présentation du prochain Grand Prix qui aura lieu à Miami, round 6 de la saison 2024 de Formule 1. Donc là, ça va être déjà le retour des catégories, des autres catégories que la Formule 1. Il va y avoir la F1 Academy, il me semble, et la F2, non? Je sais plus. J'ai regardé ça tout de suite. Ah non, c'était à Imola. C'est à Imola, la F2. Est-ce que c'était aussi la F3? On va regarder ça tout de suite. Imola. Imola, c'est retour F1, F2. Et, c'est pas Academy, Formula Ouais, Academy. si, c'est Formula Academy qui est de retour à Miami. Alors, pour noter dans vos agendas, format aussi sprint. Pour le plus grand plaisir d'Alexandre, format sprint aussi à Miami. Alors, ça sera le Practice 1. Donc, les essais libres 1 auront lieu le 3 mai à 18h30. Donc, déjà, là, pas besoin de se lever à 4h du mat'. Avantage. Les qualifications de la course sprint à 22h. La course sprint aura lieu le samedi 4 à 18h. Les qualifications à 22h. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura aussi 3 heures pour préparer la voiture pour passer d'un rythme sprint à un rythme qualif. C'est pas facile. Et la course principale à 22h le dimanche 5 mai. Pour les petites stats sur le circuit. Donc, Miami, on n'aime pas trop. Donc, je vous fais pas de surprise si vous avez suivi les différentes saisons des seniors de la F1. Premier Grand Prix en 2022, 57 tours, record du tour en 1:29.708 par Verstappen en 2023. Il y aura 3 zones de DRS. Oui,
avec une sur la grande ligne droite qui est assez longue, un peu comme la Chine, il me semble. Ensuite, il y aura la ligne des stands et le secteur rapide dans le secteur 2, où là, c'est tout chousse vers des gros freinages au niveau du 12 et du 13. Donc, un circuit qu'on n'aime pas trop parce que c'est un peu le folklore américain, tout ça pour un Grand Prix de Formule 1. Et en plus, il y a plein de fakes, on va dire, sur ce Grand Prix-là. On rappelle qu'il y a l'histoire de la fausse eau. Ils ont mis des pancartes en sticker pour faire semblant qu'il y avait de l'eau avec des yachts, des vrais yachts pour le coup. Ce qui est quand même assez pathétique. Et tu le soulignais aussi dans notre conversation, Alex, pour l'instant c'est l'un des seuls Grands Prix où il n'y a pas de sold out. Donc tout n'est pas encore vendu. Donc si vous êtes à Miami de passage, vous pouvez débourser, je crois, la maudite somme de $1000 pour aller assister au Grand Prix de Miami. Et 4 ou 5 000 $ si vous voulez regarder le Grand Prix sur la télé en étant sur le circuit sans avoir vu sur le circuit. C'est vrai que c'est très pratique aussi. Merci de le souligner, oui, c'est vrai, ça fait partie du folklore américain. Mais voilà, on a présenté le circuit, maintenant c'est l'heure des pronos. Donc je rappelle, quand c'est course sprint, on fait juste la course principale et la pole principale. Yo-Yo, Alex, on va commencer par Yo-Yo. Quel est ton prono pour la pole position? On fait le Grand Prix, allez, je me mouille, Pérez, on est à côté du Mexique. Ah ouais. Les États-Unis, le folklore américain, c'est le va-bien. Ok. J'aime bien ça, faire le show à la fin. Bah tiens, vas-y, on va enchaîner. P1. Ah oui, ah non, la pole, excuse-moi, la pole, je me suis trompé. La pole, Verstappen et P1, Pérez. Ah oh. Donc tu vois un Pérez doubler Verstappen à la régulière? Pas régulière, mais mauvais démarrage. Et puis Verstappen qui se dit bon, on laisse gagner une petite course comme dans la saison, ça le fera plaisir. Oh. Ah oui, tiens, j'aurais pu mettre ça dans mon top. J'avais pensé aussi à Verstappen dans l'efficacité et la performance dans tous les sens du terme. Je trouve qu'au Grand Prix de Chine, à la fin, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est... Et là, je l'ai vraiment apprécié en tant que pilote. Ce qu'a fait Verstappen, de dire attention, il y a des débris sur la piste, il faut pas qu'on crève le pneu. Comment je fais pour faire ça et ça? Et c'était le 54e tour sur 56. Et du coup, le mindset focus, j'aime bien. Pardon pour la petite interlude. En P2, tu mettrais quoi, Yo-Yo? Verstappen, parce qu'il laisse passer gentiment. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment la belle histoire, quoi. P3. Sainz. Et bonus, le DNF. Ocon, c'est pas normal qu'il y ait une Alpine il y avait une Alpine qui est DNF ce week-end. Alors, on avait tenu pour l'instant sans parler des Alpines. Ouais. Alex, la pole. Je regardais un peu le perf de l'année dernière, c'était Pérez, mais je me dis Verstappen. En Q2, il était au-dessus, donc voilà. Ok. En pole, Verstappen. Oh, en P1, pardon, Verstappen. Attends, t'avais mis Verstappen. Verstappen pole. P1 Verstappen. P2. Je vois bien Alonso. Oh. Il a fait P3 l'année dernière. Et P2 en qualif. Je me dis, il en a envie. Et P3. Leclerc. Allez, j'ai dit que j'allais toujours le mettre dans le top 3. Et en DNF, je vais jouer. Je vais mettre Hamilton. Oui. Ça, c'est pour vraiment être sûr que de pouvoir le mettre dans ton flop du prochain épisode, quoi. Ah, il fallait que je le mette au bout d'un moment. Il faut mettre du Hamilton en DNF. Je comprends. Du coup, moi, de mon côté, Verstappen,
Je pense qu'on va faire ça, on va faire la technique. Je mets tout le temps ça. Hop, premier. En P2, par contre, c'est vrai que je vois bien un Norris re-signer la P2. Par contre, moi, je vois un DNF de Perez, mais je vais pas le mettre en bonus DNF parce que j'en vois plusieurs. Mais qui je vais mettre en P3? Une voiture rapide, donc pas une Mercedes. Piastri. Hein. Je vais mettre Sainz. Donc, Je Sainz. suis le cool. Ouais, il aime bien le circuit, le Sainz. Ouais, c'est un peu un circuit pour lui, ça. Et en DNF, moi, je pensais à un Magnussen. Il a fait P4 en qualif l'année dernière, je tiens à le dire. Ouais, Mais bon. mais bon. Mm. Tu vois, un petit accrochage avec un Pérez, là. Ça me plairait bien, là. Avec dans le- Hamilton, s'il te plaît. Voilà, bah, tu sais que Hamilton c'est... P13 là en qualif, ça serait parfait. Si on retourne sur le format du tracé, tu le vois là dans le virage, tous les virages un peu lents, le 11, 12, 13, 14, 15. Bah là, je vois bien, tu vois, un 3 de front qui arrive au bord du DRS, fin de DRS au virage 11. Bam! 3 de front avec le Magnussen, Perez, Hamilton. Tu sais pourquoi je vois mon petit Hamilton en DNF? Parce que là, quand j'ai vu le P18 en qualif, je me dis, sur un malentendu, fond de cours, il se fait un petit accrochage là avec quelqu'un. Ah là là, c'est vrai que j'ai pas encore, mais il est en train de prendre l'habitude d'être en fond de grille et il se rend compte que c'est pas pareil. Et ben voilà. Ah, tu l'aimes vraiment pas, hein, c'est un truc de fou. En même temps, P18 quoi. Alors, bah, Je te parlais même un P16. Tu vois, P16 en qualif, tu vois. Genre, il passe même pas la Q2, la Q1. Il passe pas. on verra, on prend. Sauf s'il pleut, tu vois, et que c'est des faux nuages qui envoient de la fausse pluie. Voilà. L'année dernière, quand il n'y a plus, il y a vraiment plus. Hein. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. L'année dernière. Ouais, c'est l'année dernière. Bah tiens, vu que tu as parlé de tour rapide, je vous propose un nouveau bonus, le lap record. Donc qui sera le tour le plus rapide en forme course? Qui remportera le point? Ou alors, pas le point, parce que du coup, si on est en dehors du classement, du top 10, on n'a pas le point, mais on a le prestige de d'avoir eu le tour le plus rapide. Qui sera le tour le plus rapide sur Miami? Yo-yo. Verstappen. Verstappen, hein. Il y aura tellement d'avance, il y aura le temps de s'arrêter et faire un arrêt pour mettre les tendres et après faire le best lap. Il a eu le temps de drifter au dernier virage en Chine, Ouais. alors il a le temps de tout faire. Sachant que ce circuit-là est quand même assez bon pour les Red Bull. Oh, Leclerc. Ah non, attends, Ah non, attends, oui. Non, t'as raison. Je vais mettre Leclerc. Je reviens. Ah, c'est un point cher hein, quand même, mais il y a la sprint. Ah mais non, bah attends, mais il faut mettre aussi la sprint. Non, bah attends, c'est bon. Attends. C'est parce que tu veux juste gratter des trucs où tu peux mettre Ferrari, c'est tout. On a de plus en plus de fois le format sprint. Alex, c'est comme la FIA, il veut des points à tout le monde. Je veux des points, moi, je veux des points. Bah, ça peut être d'ailleurs le nouveau format pour le prochain truc, c'est les points. Ça va jusqu'à P12. Là, pour avoir des Exactement, points. ouais, c'est des fous. Ah ouais, ça pourrait être décidé. Hein. Mais bon. Jusqu'à la P12. Hein. Mais non. Ça pourrait peut-être permettre à Sargent d'avoir un point. Mais... Bah, tu sais que même pas, hein, parce que pour l'instant, sa meilleure perf, je crois, c'est P13. Ouais, encore. Attends, tout est possible. Hein. Exactement. Il suffit d'un Monaco, d'un petit train-train et qu'il y ait tout le monde qui se prenne dans quelqu'un et c'est bon. Quoi. De l'appui à Monaco. Moi, je te dis. Ouais, comme il en fond de grille, il a juste à freiner bien avant. Moi, je te dis, en tant que fan de Williams, ce qui me ferait mal au cœur, c'est que voir Sargent qui termine devant Albon. Hein. Parce qu'Albon, il est là pour les travaux. Hein. Il fait un taf, mais monumental. Hein. Un jour. La semaine dernière, on a bien vu Stroll finir devant Alonso alors, pour une course, alors ça peut arriver. Oh, imaginez,
Williams qui gagne une course. Voilà. Enfin bref, Un jour. ça arrivera. Ça reviendra, parce qu'on a gagné plein de courses dans le passé. Enfin bref, merci messieurs pour ces pronos pour le Grand Prix de Miami qui aura lieu, du coup, on vous le rappelle, Grand Prix de Miami du 3 au 5 mai, round 6 de la saison 2024. Ça démarre dès le vendredi, alors ça c'est pas les bons horaires, dès le vendredi à 18h30 heure française, et ça se termine avec la course à 22h. Entre temps, il y aura aussi les qualifications, la course sprint et les qualifications sprint. Donc là, vous pouvez manger tranquillement devant la télé en regardant le Grand Prix, ça sera impeccable. Donc on se donnera rendez-vous dans 2 semaines pour débriefer de tout ça. Dans la suite de cet épisode, parce qu'il n'y a pas que la F1 dans la vie, il y a les autres sports auto et moto aussi. Il y a une semaine, un Grand Prix fantastique de MotoGP. Si vous ne l'avez pas suivi, on vous encourage à regarder le résumé. Mais Grand Prix des Amériques, incroyable course, remportée par Viñales. En 2e place, Pedro Acosta, qui est en train de devenir le crack ultime en MotoGP, et Bastianini en 3e place. Je crois qu'on avait regardé tous les 3 le Grand Prix, il me semble. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos chers auditeurs, si ce n'est que de regarder le MotoGP, rien que pour les sensations? Ouais. Pour une fois que j'ai réussi à regarder un Grand Prix MotoGP, j'étais pas déçu. Entre les chutes, les changements de leader, c'était un Grand Prix exceptionnel. Et moi, vraiment, ça me choque, surtout sur ce circuit-là, parce que je me rendais pas compte en fait de la difficulté du MotoGP. Mais j'ai regardé après, en fait, comme j'ai regardé le MotoGP, et l'algorithme Instagram et Facebook a fait que j'ai que des vidéos sur le MotoGP et sur les motos. Le changement entre les virages, là, les espèces de petits virages en S, le serpent où il change, rien que de faire bouger cette moto dans les virages, c'est complètement dingue. Et d'atteindre 360 km/h au bout de la ligne droite et lâcher le meilleur frein que tu as tout en maintenant ta moto droite et en faisant l'intérieur au passage à un gars, à un pote, dans le plus grand des calmes, c'était dingue. Et surtout, il y a eu en permanence de la bataille. Et ça, c'est exceptionnel, quoi. Ah ouais, les mecs se la donnent. Hein. Enfin, et c'est pareil, limite dans les autres compétitions moto, hein. Moto GP2, GP3. Moto 2, Moto 3, c'est incroyable. Moi, je me souviens, c'était il y a 5 ou 6 ans au Mans, raccordement. Je sais toujours pas comment ça s'est passé, mais il y a un mec qui chute, donc qui va dans le gravier, et un autre qui passe par-dessus et qui se retrouve, qui arrive à passer, mais c'est incroyable s'ils font en moto. Ah, c'est vraiment des cracks. Du coup, au classement, championnat MotoGP, Jorge Martin toujours premier avec 80 points, et Bastianini 2e, Viñales 3e, et le crack ultime Pedro Acosta, un jeune rookie qui débute juste le MotoGP, qui quand même finit 2 fois sur le podium. C'est incroyable, il est 4e, et le temps du titre, Bagnaia est 5e. Je crois que sur le calendrier MotoGP qui nous emmène du coup avril, tac. À Jerez. Et oui. Évidemment. Mais là c'est du test, non? Ouais. Ah, c'est le Mans directement Ouais, alors. c'est du test. C'est des tests. Oui, c'est ça. C'est des tests. Donc il y a 2 jours de test à Jerez Non, regarde. Non, il y a course. Grand Premio Estrella Galicia d'Espagne. Ouais. Et Jerez, ouais. Jerez, effectivement. Ah oui. GP4. Eh ben, my bad. My bad, c'est vrai. GP4. C'est vrai Et c'est dimanche-là d'ailleurs, non? C'est dimanche-là. Dimanche 28 avril. Oh là là. Et du coup, c'est à 14h. C'est à 14h. Ouais. 14h, 25 tours. Et ben, C'est ouais. incroyable, Jerez, j'aime bien. Ouais. Ah oui, c'est juste qu'après, il y aura 2 jours d'essai en plus. Et enfin, un jour pour les MotoGP et un jour pour Moto 2, Moto 3. Et après, ça part directement pour le Grand Prix de France.
qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Il s'est passé de l'IndyCar. IndyCar avec un circuit qu'on aime bien, Long Beach. Donc un agréable circuit en pleine ville, avec la victoire de Scott Dixon au terme d'un Grand Prix, franchement, moyen tiers, j'ai trouvé. Après, il y a eu des belles remontadas. Pour vous citer nos Français, Romain Grosjean 8e, mais surtout Théo Pourchère 11e, avec une belle remontée de place. Il a gagné combien? 11 places, c'est ça? 11 places, ouais. 11 places, et du coup, c'était sa première aussi en IndyCar. Donc, franchement, GG Théo. Et du coup, go next, hein, maintenant, pour lui, pour reprendre aussi une place de temps en temps et faire une pige si il y en a un qui peut pas le faire. Bon là, vous avez le temps, hein. En IndyCar, c'est 85 tours, mais vous inquiétez pas, le tour ne dure pas forcément très longtemps. Un tour. Ça va très vite. Il y avait aussi du wake. Donc wake, c'est l'endurance. Vous entendez souvent en parler, notamment quand on avait fait le débrief des 24 heures du Mans. Et c'est la victoire. Donc c'était les 6 heures, 6 heures, c'est ça? 6 heures d'Imola. De Imola, ouais. Donc, victoire sur terre Ferrari de Toyota. Aïe, terrible pour... Alors qu'on partait 3 Ferrari. Eh oui. Rappelons l'histoire. L'histoire était devant pour Alexandre. Il y avait 3 Ferrari aux 3 premières places de la qualification. Résultat des courses, les Ferrari, la meilleure, elle termine 4e. Pas de commentaires sur ça? Je souligne quand même, number one, on a notre cher Nick De Vries. C'est vrai. Dans l'équipe de Kobayashi, voilà, les papis. Et Kevin Estre quand même P2. Non, franchement, j'ai juste kiffé. Alors, j'ai regardé aussi, je passais mon dimanche à regarder ça. J'ai vraiment adoré parce qu'il a fait super beau. Le démarrage était chaotique. C'était la guerre. On aurait dit le crash Bottas-Russell à l'époque. C'était catastrophique le début. Mais quand il y a eu la pluie, ça a quand même ça a été intéressant. Et justement, alors j'avais complètement zappé qu'il y avait ces trucs de full course yellow et t'as le timer, là, une personne qui dit 10, 9, 8 et à 0, ça fait la full course yellow et ensuite ça reprend la course. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le WEC, il y a Nick De Vries qui était en P2 à ce moment-là derrière la Ferrari. Et en fait, au moment où ça a repris, il y avait le timer qui était 3, 2, 1. Lui, il voit théoriquement juste la lumière qui revient en vert pour indiquer la course qui reprend. C'est son jeune ingénieur qui a fait le décompte et il s'est basé uniquement sur la voix de son ingénieur et pas sur la lumière. Et il a eu une meilleure reprise que la Ferrari et c'est ce qui lui a valu du coup après de la dépasser et d'avoir un rythme complètement différent là où la Ferrari s'est arrêtée. Et je trouvais ça fou. Et quand il est rentré justement pour changer après son tour, il s'est fait acclamer dans tout le paddock en mode génial, quel petit fourbe, quel renard que tu as été. Donc voilà, je trouve que c'est top parce que Nick De Vries, on l'a vite oublié malheureusement en F1 et là il a montré un petit peu le pilote qu'il était et il a eu un super rythme mine de rien, même si c'est pas Ferrari, il a eu quand même un super rythme. C'est vrai, bonne dédicace. Et c'est un bon, bon pilote. Ferrari en top 3 et en avoir à faire un top 4 quoi. Et oui, mais bon, serait-ce l'histoire de cette année pour les Ferrari, 4e? Et la Peugeot avec un aileron. Attends. Eh oui, c'est vrai qu'on l'a pas souligné. Peugeot avait son aileron. Événement. La fameuse Peugeot que vous voyez depuis très longtemps. Ça faisait bizarre. Comme ça. Et en plus, le fun fact, c'est qu'à Imola, quand même. Alors, Imola, pour ceux qui ne connaissent pas le circuit, je vous invite à vous renseigner. La ligne de départ, c'est un peu une sorte, c'est pas une ligne droite, mais c'est facile d'être au milieu. Il y a eu une image où à un moment donné, on voit une Peugeot dans le gravier. Elle a chassé complètement de la piste, là où c'est vraiment full gaz. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là en fait? Si je pensais que c'était impossible de se retrouver dans les graviers à cet endroit-là, et Peugeot l'a fait quand même, exceptionnel.
Mais Toujours. bon, ça n'avait pas le rythme escompté, mais voilà, au moins ça a un aileron maintenant, ça a de la gueule, j'ai envie de dire. Et la LMGT3, c'était fun. Ouais. Les images qu'on avait entre la bataille entre les BMW, avec notamment Valentino Rossi en P2, je trouve que c'était une belle bataille sur énormément de tours entre la P1 et la P2. Donc c'était pas du tout ennuyant. Ouais, bah, affaire à suivre aussi, je trouve, pour ces catégories, parce que c'est vrai que, bon, là, il y a les Aerodams qui finissent 17e avec Pain, avec Dorian Pain, mais en vrai, ça envoie du lourd aussi en LMGT3. Ouais, de toute façon, Je sais moi pas. j'aurais préféré les GT, Ouais. GTE à l'époque, et LMP2 que regarder les catégories principales. Parce que catégorie principale, alors cette année, avec la BOP, le nombre de voitures qu'il y a, c'est cool. Mais sur les précédentes saisons, c'était toujours plus intéressant de regarder les GTE qui terminent à quelques secondes l'une de l'autre, et l'MP2 que les hypercars. C'est vrai. Ouais. Bah, après, c'est vrai que les écarts se sont un peu réduits aussi en hypercar. Hein. Ouais, après la BOP, il faut vraiment abuser, je trouve. Tu peux rappeler ce quoi que le c'est prochain BOP? C'est Spa? Ouais, bah, attends, je Ouais, regarde. je crois, ouais. La BOP, juste pour rappeler, c'est la balance de performance. En gros, ça peut jouer sur deux éléments sur les hypercars. C'est soit le poids, soit la puissance délivrée par le moteur électrique. Ok. Ouais, Et c'est en ça, gros, plus t'es Badger. performant aux essais, plus on donne du poids, on réduit ta puissance. Ok. Attends, le 11 mai, Ouais. il n'y a pas de Grand Prix. Non, il n'y a pas de Grand Prix pour ce week-end. 11 mai, Parfait. 6 heures de Spa-Francorchamps. Incroyable. C'est beau. On vous invite à regarder. GP de Spa-Francorchamps, quoi qu'il arrive, c'est un circuit fantastique. Il faut regarder. Et puis bah, après, on passera sur le round 4, le fameux round 4, 24 heures du Mans. Donc là, il faudra bien sûr le suivre. Pour terminer ce petit tour d'horizon, il y avait du rallye. J'avais envie de vous parler du rallye. Parce que le rallye, c'est fantastique. Et qu'est-ce qui s'est passé Oui, c'est vrai, j'adore le rallye. Ogier, qui a remporté la première place. Première place de la spéciale. La spéciale en Croatie, c'était en Croatie ce week-end. Et il y avait Neuville qui a fini aussi troisième. Mais ça fait plaisir des fois de revoir aussi le brave Ogier. Parce que c'est vrai qu'il fait un peu comme il fait un peu une lobe. Il revient des fois de temps en temps pour faire des spéciales. Et ça fait toujours plaisir de revoir nos champions se la donner sur des circuits, sur des spéciales comme la Croatie, qui est des fois c'est du mix entre de la terre et aussi en pleine forêt. Et ça envoie des gros kilométrages à base de 180-200 en pleine forêt. Un peu tout ce qu'on rêve de faire. Hein. Un peu. Mais il a quand même su coller 10 secondes. Enfin, il y avait 9 secondes d'écart et c'était assez intense entre Ogier et Evans. Et des fois, ça se joue à vraiment rien. Des fois, c'est juste un tout petit décalage à une corde. Mais du coup, c'est cool de voir ça. Bon, en tout cas, bon, voilà. Je voulais faire un petit pas sur le rallye. Et surtout que vu qu'il y a des gens qui passent de temps en temps en rallye comme Ogier ou Loeb, du coup, ça donne un classement où du coup, Ogier, il est cinquième. En faisant que deux spéciales. Il est venu pour 2 spéciales. Et ben, il fait des bons classements à chaque fois. Et ben, let's go, 45 points. Thierry Neuville, premier pour l'instant. Bon, je pense que ça va se la jouer entre Evans et Neuville. Parce que Rovanperä, il a loupé déjà 2 spéciales. Et les 2 qu'il a fait en Suède et au Kenya, c'était vraiment pas top. Donc, soit Evans, soit Neuville pour cette saison entre la Toyota et la Hyundai. Bon, bien sûr, c'est pas les voitures que vous voyez tous les jours non plus. Hein. Mais on rappelle la règle du WRC, il faut que ce soit une voiture qui soit produite en série de base. Et après, elle est upgradée, normal. Il y a une préparation course pour le rallye. Oui, ça ressemble quand même, hein, quand tu regardes la I20. Ah oui. Attends, on va aller chercher. La I20, elle ressemble quand même à une I20. Tac. Tac. Pourquoi ils m'ont pas mis tout? Ok, super. Ouais. Pas des photos? Ah, il y a des photos en l'air. Ah, voilà, une belle I20. Les
4 plus. Merde. Ah, c'était en Suède. Bon, en tout cas, moi, ce que j'aime bien dans le calendrier WRC, c'est aussi les différents tracés qu'on peut avoir. Monte Carlo, bon, moi, ça, c'est mythique. Mais d'avoir mis ensuite la Suède avec de la neige, et après Kenya avec entièrement de la boue, du sable, enfin, il y avait multi-surface. Et après, on repart en Croatie avec un bon mixte. Et après, surtout, je vous encourage à suivre le long week-end du 10 mai au 12 mai. Le rallye du Portugal, c'est toujours incroyable les images au Portugal, avec des fois à flanc de colline où il n'y a rien sur le bas-côté. Les mecs sont à 180 bourrins, en train de zigzaguer dans des petites routes sablonneuses. C'est assez incroyable. En vrai, si jamais vous voulez voir du spectacle, il y a deux rallyes, des fois, enfin 3 avec Monte Carlo, mais rallye du Portugal et rallye de Finlande. À la Finlande, si vous voulez voir des voitures qui volent, c'est le moment. Parce que là, il y a un gros tremplin à un moment et ça décolle. Et il y a un concours de celui qui... Et en plus, il y a un vrai concours parce qu'il remporte un prix. Il y a aussi une prime sur ça. De la voiture qui ira le plus loin. Qui décolle, qui ira le plus loin en vitesse. Donc c'est trop cool. Et ben voilà. Comment clôturer un bon épisode. Donc, merci messieurs pour ce soir. On vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Rendez-vous dans 2 semaines pour débriefer du Grand Prix de Miami, qui aura lieu bien sûr le soir pour les Français et les gens qui sont dans notre fuseau horaire. Et en attendant, on vous souhaite tout le bonheur et des gros bisous. Messieurs, à bientôt. Bientôt, bonne soirée. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode des Sénats de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, Les Seigneurs de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, on vous fait de gros bisous et à bientôt.